Les fonctions des immunoglobulines. Les immunoglobulines sont caractérisées par une dualité structurelle et une dualité fonctionnelle. La dualité structurelle est liée à l'existence de parties constantes et de parties variables sur les chaînes légères et les chaînes lourdes, alors que la dualité fonctionnelle est représentée par la fonction de reconnaissance de l'antigène qui est localisée au niveau du fragment alphabet de l'immunoglobuline, et c'est une fonction qui est assurée par toutes les immunoglobulines, et les fonctions effectrices qui sont assurées par le fragment Fc et qui varient selon la classe de l'immunoglobuline. On va commencer par la fonction de reconnaissance. Donc, comme on a déjà dit, c'est la fonction qui est assurée par le fragment alphabet. Il faut savoir que l'interaction entre l'anticorps et l'antigène, elle implique l'épitope sur l'antigène et le paratope sur l'anticorps. C'est la partie qui se met en contact. Donc, la partie qui se met en contact sur l'antigène, on l'appelle l'épitope. Et la partie qui se met en contact dans cette interaction anticorps-antigène sur l'immunoglobuline, on l'appelle paratope. Donc, cette interaction anticorps et antigène, assurée par l'épitope et la paratope, est basée sur une complémentarité de structure. Comme ça, cette image. Il y a une complémentarité de structure entre l'antigène et l'immunoglobuline, exactement entre le paratope sur l'immunoglobuline et l'épitope sur l'antigène. Et cette complémentarité qui détermine l'affinité et la force de liaison entre l'anticorps et l'antigène. Chaque fois la complémentarité donc idéale, chaque fois que l'affinité est forte. Cette interaction est spécifique, mais elle peut être à l'origine des réactions croisées. Donc, malgré que l'immunoglobuline, cet anticorps, est spécifique à un antigène, quand même, il peut s'interagir avec d'autres antigènes, ce qu'on appelle les réactions croisées. Dans quel cas? Le premier cas de figure, lorsqu'on a un épitope qui est présent sur deux ou plusieurs antigènes différents. Comme l'exemple, on a un antigène A et un antigène B. Donc les autres structures sont différentes. Mais l'épitope, c'est-à-dire la partie, le déterminant antigénique qui se met en contact avec l'immunoglobuline et exactement avec le paratope, est partagé entre ces deux antigènes, malgré la différence des autres structures. Mais par coïncidence, ils ont le même épitope. Dans ce cas, le même anticorps il peut reconnaître les deux antigènes. Malgré il est d'une spécificité unique. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même épitope. J'espère que c'est clair. C'est comme par exemple un anticorps qui reconnaît par exemple une protéine membranaire que se trouve sur deux types de bactéries. Donc, il va interagir avec ces deux types de bactéries parce qu'il reconnaît la même molécule, la même protéine qui se trouve à la membrane ou à la paroi dans les deux bactéries. J'espère que c'est clair. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque un même paratope, c'est-à-dire le même anticorps, exactement le paratope, il va se lier à des affinités, avec deux affinités différentes. On a fait le premier cas de figure, parce que c'est le même épitope, donc c'est la même affinité. Il va se lier avec ces deux antigènes différents avec la même affinité. Mais dans le deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on a des épitopes de structures semblables, mais ne sont pas identiques. Ils sont légèrement différents. Donc, comme l'exemple entre l'antigène A et l'antigène C, si vous voyez l'épitope, il est différent, mais il est de structure semblable. Ils sont légèrement différents. Ce n'est pas exactement le même épitope comme le premier exemple, mais la structure, la ressemblance sur le plan structural, elle permet au même paratope de l'immunoglobuline d'interagir, le paratope, donc d'interagir avec le même, avec un autre épitope, mais bien sûr avec une affinité différente, parce que c'est pas le même paratope.
c'est pas le même épitope, pardon. هو عنده une forte affinité contre l'épitope à lequel il est dirigé contre. Il est dirigé contre un épitope X, donc la force d'affinité va être la plus grande contre l'épitope X. هنايا عندنا un épitope Y qui ressemble à l'épitope X, عنده une certaine ressemblance structurale. Grâce à cette ressemblance structurale, donc le paratope a réussi à se lier à cet épitope, mais bien sûr avec une affinité différente, généralement une faible affinité. Donc, les deux cas de figure font ce qu'on appelle réaction croisée, c'est-à-dire un antigène, un anticorps dirigé contre un antigène X, ils peuvent reconnaître d'autres antigènes si l'antigène différent partage le même épitope avec l'antigène à lequel donc, ils sont dirigés contre, ou là un épitope semblable, le même épitope, ou là un épitope légèrement semblable. C'est pour la fonction de reconnaissance qui sera réalisée par le fragment alphabet, exactement les parties variables des chaînes lourdes et légères. Les fonctions biologiques des immunoglobulines, donc elle est assurée par le fragment FC des immunoglobulines. La fonction, elle diffère selon la classe de l'immunoglobuline. C'est pas comme la première. Donc tous les immunoglobulines, quelle que soit leur classe, ont un pouvoir de reconnaître l'antigène. La fonction biologique, donc elle diffère d'une classe à une autre. Chaque classe a des fonctions biologiques spécifiques à elle. Donc, 3 fonctions effectrices essentielles. Bien sûr, résultant de l'interaction entre le fragment FC des immunoglobulines et les autres protéines sériques ou membranaires des cellules. Les exemples. L'activation de la voie classique de complément. On a vu que dans le complément, exactement dans la voie classique, exactement le C1Q, exactement les têtes globulaires de le C1Q, elles peuvent se lier au domaine CH2 les GGG et le domaine CH3 des EGM. Et grâce à cette liaison, on a l'activation de systèmes de complément. Donc, parmi les fonctions assurée par les fragments FC des immunoglobulines, c'est l'activation de la voie classique de complément. Et comme on a dit, elles diffèrent selon la classe. Comme l'activation de la voie classique de complément, elles ne peuvent être assurées que par les GG et les GM. L'opsonisation, c'est donc le complexe antigène-anticorps. Donc toutes les cellules phagocytaires qui ont des récepteurs spécifiques des immunoglobulines peuvent interagir avec le fragment FC les immunoglobulines. Donc le fragment FC il va se lier au récepteur membranaire des cellules immunitaires qui est le macrophage. Il va y avoir donc l'opsonisation, la phagocytose et la dégradation de l'antigène. Bien sûr, l'opsonisation a un rôle avec les cellules de l'immunité innée comme le macrophage, un rôle pour les cellules de l'immunité, les cellules dendritiques, les cellules présentatrices de l'antigène, etc. Donc toutes les cellules phagocytaires, qu'elles soient CPA ou la monocyte macrophage. Donc la première, c'est une interaction entre le fragment FC avec une protéine sérique liée à le C1Q. La deuxième, c'est avec des récepteurs membranaires des immunoglobulines. Qui va faire donc l'opsonisation et par conséquence la phagocytose, c'est pour les cellules phagocytaires. On va avoir une autre action, une autre fonction qui est aussi grâce aux récepteurs membranaires des fragments FC des immunoglobulines, c'est la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps, la DCC. Donc, c'est antibody dependent cytotoxicité. Cell cytotoxicité. Voilà, c'est en anglais. Antibody dependent cell cytotoxicity.
Donc la cytotoxicité, en français, la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante d'un anticorps, comme par exemple les cellules NK. Les cellules NK, ont plusieurs, donc elles s'activent par plusieurs moyens pour entraîner la lyse de la cellule donc infectée. Donc, parmi l'activation TAHM, c'est l'activation par les récepteurs des immunoglobulines. Les immunoglobulines, déjà, ils ont lié l'antigène. La DCC, elle est assurée aussi par les CTL, ou les lymphocytes T, CD8. Les lymphocytes T, CD8. Parmi la cytotoxicité, elle est jouée par plusieurs molécules et par plusieurs voies d'activation. Parmi les voies d'activation, c'est la voie d'activation par les immunoglobulines qui ont lié l'antigène. Donc, on a un rôle sur une cellule, comme exemple, sur une cellule qui fait partie de l'immunité innée, la cellule NK, comme elle peut jouer un rôle sur une cellule de l'immunité adaptative où il y a les CTL, les lymphocytes T, CD8. Donc, les fonctions biologiques des immunoglobulines sont liées aux régions constantes des chaînes lourdes qui diffèrent donc d'une classe à une autre. Donc, les différentes classes d'immunoglobulines n'ont pas les mêmes propriétés fonctionnelles. Par la suite, on va développer donc la fonction selon chaque classe. On va entamer ça dans le chapitre des caractéristiques des différentes classes d'immunoglobulines. On va entamer donc la première classe qui est les GG. C'est la classe la plus abondante de sérum, dans le sérum, qui représente environ 80% des immunoglobulines sériques totales. La concentration sérique, elle est comprise entre 8 et 16 grammes par litre. C'est une molécule monomérique. Elle n'est pas pentamérique comme les GM. Donc, elle est formée par l'association, bien sûr, de deux chaînes lourdes gamma identiques entre elles et deux chaînes légères identiques entre elles, qu'elles soient kappa ou la lambda. Parmi leurs propriétés physico-chimiques, ils ont un poids moléculaire qui est égal à 150 000 Dalton. Et le teneur en glucides, on a parlé dans la structure, elle a la notion des copules glucidiques. Donc, leur teneur en glucides, elle est entre 2 et 3%. Les sous-classes d'immunoglobulines, on a parlé qu'ils sont au nombre de 4. Elles se distinguent entre elles par les déterminants antigéniques localisés sur la partie constante des chaînes lourdes. On a parlé de ça dans la notion de l'ésotypie. Donc, les sous-classes d'immunoglobulines sont au nombre de 4 et qui se distinguent entre elles par les déterminants antigéniques localisés sur la partie constante des chaînes lourdes. Et aussi par le nombre des ponts des sulfures interchaînes lourdes, localisés dans la région charnière. 2 pour les GG1, 4 pour les GG2 et 15 pour les GG3. La sous-classe la plus fréquente est les GG1, qui représente 70%, suivi par les GG2, puis les GG3 et après les GG4. Je vais montrer donc un schéma qui montre les différentes... voilà. Donc, comme vous voyez, la différence, c'est au niveau, bien sûr, on a en plus des déterminants isotypiques qui se trouvent sur les chaînes lourdes. Les parties constantes des chaînes lourdes. En plus, la différence, c'est les ponts des sulfures. Comme vous voyez, les GG1 on a 2 ponts, les GG2 on a 4. Et même les GG4 on a 4, les GG3 on a 15. Donc, vous voyez la différence, la région de la chaîne charnière. Les fonctions effectrices, là, on va détailler. Au début, on a la fonction effectrice jouée par la partie variable, qui est la partie de, donc la partie de reconnaissance, et la partie, donc, les fonctions effectrices liées au fragment FC. Maintenant, on va développer les fonctions effectrices dans chaque classe à part, donc sans parler des fonctions en général. Donc, les fonctions effectrices, les IgG constituent la majeure partie des anticorps antibactériens et antiviraux. Donc là, pour la majorité des bactéries
et des virus, la réponse immunitaire, bien sûr secondaire, elle est de nature IgG. Donc, ils sont capables d'activer le complément. Exactement, seules les sous-classes IgG 1, 2 et 3 qui ont la propriété d'activer le complément par la voie classique. Donc, l'IgG 4, il est incapable d'activer la voie classique. Ils sont capables de faire l'opsonisation. Ce phénomène correspond au recouvrement de l'antigène par des protéines qui facilitent la phagocytose. Ainsi, les IgG par le fragment FB, qui est reconnaître, donc la partie de reconnaissance de l'antigène, vont se lier par leur fragment FC au récepteur, bien sûr, de FC sur les cellules phagocytaires et médier la phagocytose des divers antigènes qui sont les agents pathogènes. J'ai expliqué ça lorsque j'ai parlé de la fonction d'opsonisation en général. La DCC, donc ils sont capables aussi de faire la DCC, ou la cytotoxicité cellulaire dépendante d'anticorps ou la antibody dependent cell cytotoxicity. Donc, la liaison d'IgG qui a reconnu un antigène sur des cellules cibles, généralement on a des cellules hôtes infectées, les cellules de l'hôte infectées par un virus par exemple, ou une bactérie intracellulaire. Donc la liaison d'IgG par son fragment FC au récepteur spécifique des FC des IgG, des cellules NK, peut provoquer la mort de la cellule par un processus appelé cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps. Mais il faut savoir, il active même la DCC pour les lymphocytes CTL. Ils ont donné un exemple de les cellules NK. C'est pour expliquer ce phénomène d'ACCC. Il y a un autre rôle où le transfert placentaire. Le transfert placentaire. Les IgG sont les seuls, il faut garder ça en tête, sont les seules immunoglobulines à pouvoir traverser la barrière placentaire. Les autres classes ne peuvent pas traverser cette barrière. Ils jouent un rôle important dans la protection donc, de fœtus au cours de son développement intra-utérin et après la naissance. Au cours de ces premiers mois de vie de nouveau-né, de nourrisson. Nouveau-né, c'est juste les 28 jours, les premiers 28 jours. Après, c'est un nourrisson. Donc, ce nouveau-né, ou qui par la suite un nourrisson, au cours de ces premiers donc, 6 mois, et sa protection est assurée par les IgG maternels. Le temps où qu'il développe son propre IgG. Il y a des IgG, mais il y a des lymphocytes B naïfs qui n'ont pas encore rencontré un antigène. Donc, il sort dans le milieu extérieur, il va commencer à reconnaître les antigènes et par conséquent à avoir des réponses primaires, secondaires. Il va commencer à produire ses propres immunoglobulines, surtout les classes IgG, parce qu'on a la majorité de la réponse antibactérienne virale sont de nature IgG. Mais en réalité, il va faire toutes les classes. Au cours de cette période de 6 mois, on va pas être, donc le fœtus ne va pas rester sans protection. Parce qu'il y a des virus, il y a des bactéries, donc devant un système immunitaire qui est naïf à 100%, il n'y a aucun anticorps, donc c'est un grand risque, c'est un risque majeur pour la vie de ce nourrisson. Donc il y a ce transfert placentaire. Et donc les IgG maternels, ils vont traverser, ils vont rester dans la circulation de ce nourrisson, ils vont le protéger au cours de ses premiers 6 mois de vie. La partie elle est suffisante. Après les 6 mois, il commence à produire ses propres immunoglobulines. Et s'il n'a pas, par exemple, un problème de déficit immunitaire, des problèmes génétiques, un système immunitaire correct, il peut donc, après les 6 mois, donc, protéger lui-même par son propre système immunitaire. La deuxième classe, c'est les GA. Représente donc 10 à 15% des immunoglobulines totales sériques. La concentration sérique, elle est entre 2 et 4 grammes par litre. Mais il faut savoir que la quantité quotidienne réelle des GA synthétisés, elle est de 60 mg par kilo par jour.
Si on le compare par rapport à la quantité quotidienne d'EGG produit, elle est de 30 mg par kilo par jour, qui est plus grande que les GM qui est de 8 mg, ce qui fait que les EGA, ce sont en réalité l'immunoglobulines majeures. Elles sont essentiellement monomériques dans le sérum et dimériques lorsqu'il s'agit de l'EGA sécrétoire qui se trouve dans les sécrétions. Sécrétions gastriques, salivaires, bronchiques. Cette polymérisation se fait grâce à une chaîne polypeptidique J ainsi qu'une pièce sécrétoire qui assure un rôle fondamental dans la défense des surfaces muqueuses. La structure, on va commencer par la première EGA monomérique ou l'EGA sérique, construite selon le modèle d'EGG, c'est la même chose, de deux chaînes lourdes alpha identiques entre elles et deux chaînes légères kappa ou lambda identiques entre elles. Donc la structure de base, elle est identique. Le poids moléculaire est de 260 000 Dalton. Le teneur en glucides est plus important que les GG, donc il est entre 6 et 9%. On a deux sous-classes. On a parlé ça dans les OTP, donc deux sous-classes. Les GA1, il y a la majoritaire, il y a de 80%, ou les GA2 qui est de 20%. Les IgA sécrétoires, donc elles représentent l'essentiel des immunoglobulines présentes dans la sécrétion. La majorité des immunoglobulines que se trouvent dans les sécrétions des muqueuses, on a des IgA. On trouve les autres classes, mais d'un pourcentage très minime. Le taux majoritaire, c'est de l'IgA. L'IgA joue un rôle très important dans l'immunité des muqueuses et pour cela, elles sont trouvées donc, en forte concentration dans les sécrétions, telles que la salive, les larmes, le colostrum ou les donc la sécrétion, c'est la place, donc après l'accouchement, la femme par les glandes mammaires, elle sécrète au cours des premiers 3 jours après l'accouchement, exactement postpartum, c'est le terme médical. Donc après l'accouchement ou la postpartum, pendant les 3 premiers jours, elle sécrète le colostrum. Il est très riche en IgA. Il est très important que le bébé, donc que le maman allaite le bébé au cours de ces premiers 3 jours. Parce qu'elle va aussi renforcer, en plus les IgG qui ont passé par le placenta, même le GA hadal qui se trouve dans le colostrum, aussi il joue un rôle pour protéger l'enfant au cours de sa vie, au cours de ses premiers mois de vie. Au 3e jour, il y a la sécrétion de lait. Donc il se trouve aussi, les IgA sécrétoires se trouvent aussi dans le lait maternelle, dans la bile, les sécrétions nasales, bronchiques, intestinales. Donc toutes les sécrétions dans toutes les muqueuses, toutes les sécrétions des muqueuses. Il faut savoir que l'immunoglobuline IgA sécrétoire, c'est un complexe qui est donc constitué de 2 molécules d'IgA. Donc exactement, c'est un complexe de 400 000 Dalton qui est composé de 2 molécules d'IgA réunies entre elles par une chaîne J. Ils sont liés par des liaisons covalentes et non covalentes. Donc, ils sont liés par des liaisons covalentes et non covalentes à une glycoprotéine appelée la pièce sécrétoire. Juste, je vais vous montrer l'image, on va continuer. On a les GA. Donc, regardez, sans voir avant de voir les GA. Donc, c'est la partie wahadha, c'est les GA A1 ou la A2. Comme vous voyez, on a 2 parties constantes, 2 chaînes lourdes, alpha, 2 chaînes légères, etc. Lorsqu'il s'agit de l'EGA sécrétoire, elle va devenir démère. Elle est constituée de 2 EGA qui est liée donc par la chaîne J
et par une pièce sécrétoire. Je vais vous montrer la pièce sécrétoire. Donc en plus هذا اللي جايه عندنا هذا en bleu, c'est la chaîne J, ou la pièce sécrétoire c'est cette partie noire. On va revenir par la suite à cette image. Donc il est lié à elle par des liaisons covalentes et non covalentes. Donc on a dit que la GA sécrétoire c'est un complexe de 400 000 daltons constitué de deux molécules DGA réunies par une chaîne J et liées par des liaisons covalentes et non covalentes à une glycoprotéine appelée la pièce sécrétoire. La chaîne J, c'est pour le mot joining, liaison. C'est une glycoprotéine de jonction de poids moléculaire 16 000 daltons synthétisée par les cellules productrices d'immunoglobulines. Ça veut dire elle est sécrétée par les plasmocytes. Ça veut dire et se lie à elle juste avant l'extraction. Ça veut dire la plasmocyte EGA au niveau des muqueuses, le plasmocyte ADA, il va sécréter deux immunoglobulines. Normalement, au niveau sérique, il sécrète des immunoglobulines EGA de nature EGA monomérique. Mais lorsqu'il est dans les muqueuses, il va sécréter des EGA dimériques juste avant l'excrétion. Il a synthétisé donc des EGA monomériques juste avant l'excrétion. Il va lier ces deux EGA par la chaîne J pour constituer une EGA sécrétoire. Donc cette chaîne J est synthétisée par les plasmocytes à EGA. Alors que la pièce sécrétoire ou le composant sécrétoire, on appelle pièce sécrétoire ou la composant sécrétoire, elle est synthétisée indépendamment des molécules d'EGA. C'est-à-dire, elle n'est pas synthétisée par les plasmocytes à EGA, mais par les cellules épithéliales des surfaces muqueuses et glandulaires. Son poids moléculaire est de 80 000 daltons et il est constitué de 5 domaines, comme on a vu déjà dans l'image. Son rôle essentiel est de masquer le site sensible au clivage par les protéases de la région charnière de l'EGA, ce qui permet aux EGA sécrétoires d'exister dans l'environnement muqueux riche en protéases plus longtemps qu'elles ne feraient sans celle-ci. Parce que les régions charnières, telles les EGA, elles sont très sensibles aux protéases. Sans cette pièce sécrétoire, dès qu'ils vont être excrétés dans le mucus, ils vont être dégradés et par conséquent, ils ne vont pas rester pour faire leur rôle immunologique. Donc, le rôle de cette pièce sécrétoire qui est sécrétée par les cellules épithéliales des muqueuses et des glandes, c'est de recouvrir ces sites sensibles où les régions charnières, tu as les deux immunoglobulines qui sont liées entre elles par la chaîne J. Et par conséquent, ils vont rester le plus longtemps possible pour agir correctement dans cette muqueuse. Il faut savoir que l'EGA sécrétoire est formé lors du transport à travers les cellules épithéliales des muqueuses et des glandes. Donc, exemple, la bordure du tractus digestif, respiratoire ou génital. De l'EGA dimérique qui est sécrétée par les plasmocytes de tissu sous-épithélial. Et dans son cas, on parle de la transcytose parce qu'elle va traverser une cellule. En effet, l'EGA dimérique se lie au récepteur des immunoglobulines polymérisées, qu'on appelle le récepteur poly-IG, sur la membrane basolatérale d'une cellule épithéliale, et elle est internalisée par endocytose. Après le transport de ce complexe récepteur EGA, donc récepteur poly-IG et EGA dimérique vers la surface luminale, donc dans la lumière de la glande ou la lumière, le tube digestif ou la génitale, peu importe, ou la bronchique, ça dépend donc le siège de la muqueuse, le récepteur des immunoglobulines polymérisées est clivé enzymatiquement, ce qui laisse le composant sécrétoire lié à l'EGA dimérique. On va voir donc le schéma. Donc on a dans la sous-muqueuse, on a les plasmocytes qui se trouvent dans la sous-muqueuse, qui va donc juste avant l'excrétion
elle va synthétiser des EGA juste avant l'excrétion. Elle va lier ces deux EGA monomériques par une pièce, une chaîne J, pour avoir un EGA dimérique, qui est l'EGA sécrétoire. Cette EGA, donc, dimérique, elle va se lier au niveau de la partie basolatérale des cellules épithéliales, de la muqueuse, ou de la glande. Elle va se lier au récepteur des immunoglobulines polymérisées. Comme vous voyez, lorsqu'il va se lier à ce récepteur, il va subir l'endocytose. Une fois donc l'endocytose, il va donc être excrété de l'autre partie pour être donc excrété dans la lumière de la glande ou là de muqueuse. Une fois donc il veut donc l'excréter, il va y avoir un clivage enzymatique au niveau de cette partie pour libérer donc la totalité le récepteur d'immunoglobulines polymérisées. Et cet récepteur d'immunoglobulines polymérisées qui a subi le clivage, qui va constituer la pièce sécrétoire. Et on va avoir le vrai EGA sécrétoire. Et au début, c'est un EGA dimérique. Pour avoir un EGA sécrétoire, il faut deux EGA liés entre elles par une chaîne J. Il y a aussi ils sont liés aussi par des liaisons covalentes et non convalentes à une pièce sécrétoire. Donc, pour avoir l'EGA sécrétoire, c'est que après donc toutes ces étapes pour avoir le vrai EGA sécrétoire. Donc, on a qu'un rôle de plasmocyte au début pour donner des EGA dimériques, on bat le rôle des récepteurs des immunoglobulines polymérisés qui est donc exprimé par la partie basolatérale des cellules épithéliales ou la glandulaire. Tout ce passage, on se met la transcytose. Les fonctions effectrices des immunoglobulines, toutes les formes d'EGA ne fixent pas le complément. Donc, tous les sous-classes d'EGA, EGA classe 1 ou la 2, ou la EGA sérique, ou la EGA sécrétoire, l'essentiel, elles ne fixent pas le complément et par conséquent, elles n'activent pas la voie classique. Et elles ne traversent pas aussi la barrière placentaire. Les EGA présentent des fonctions biologiques spécifiques pour chacune des formes. Pour les EGA sériques, quelles sont les fonctions? Donc, ils ont trouvé qu'une grande variété de spécificités a été retrouvée pour les EGA sériques. Des EGA sériques antibactériens et antiviraux. On parle de niveau sérique. Les EGA sériques monomériques, qu'ils soient donc EGA A1 ou la A2, qui sont induites par une immunisation ancienne, auraient donc une action anti-inflammatoire liée à leur capacité de rentrer en compétition avec les EG et les EGM et en empêchant ainsi le déclenchement de la cascade de compléments. Donc ils ont trouvé aussi, en plus qu'ils ont un rôle dans la réponse immunitaire antivirale et antibactérienne, ils ont trouvé aussi que les EGA sécrétoires monomériques et qui sont induits d'une immunisation ancienne, antérieure, peut avoir une action anti-inflammatoire. Donc, ils ont un rôle dans la régulation de la réponse inflammatoire. Comment? Parce qu'ils vont rentrer en compétition avec les EG et les EGM. Donc, ils vont empêcher les EG et les EGM de fixer leur antigène, de réagir avec l'antigène. Bien sûr, lorsqu'on a un EGA le même antigène que les EG ou la EGM. Et par conséquent, si c'est les EGA qui ont fixé l'antigène, et ils sont incapables donc d'activer le complément, donc déjà on a minimisé l'inflammation. Parce qu'on a empêché les EG et les EGM d'activer le système de complément par voie classique. Donc, un rôle dans la réponse immunitaire proprement dit, contre une bactérie ou un virus, ou une réponse dans la régulation de l'inflammation. Les EGA sécrétoires,
assurent une importante fonction effectrice au niveau des surfaces des muqueuses et qui sont en réalité les principaux sites d'entrée de la plupart des pathogènes. Comment? Parce que lorsqu'ils fixent, donc, ils se fixent aux antigènes, qu'ils soient bactéries ou la virus, ces EGA vont empêcher leur fixation sur les récepteurs membranaires exprimés par les cellules épithéliales. Qu'un des virus et des bactéries qui peuvent donc se lier à certains récepteurs membranaires et qui vont utiliser ces récepteurs membranaires pour traverser par transcytose, ils vont traverser cette barrière épithéliale, donc cet épithélium ou cette muqueuse. Donc les EGA, ils vont faire ils vont entraîner un blocage. Lorsqu'ils vont lier cet antigène, ils vont l'empêcher de se lier à son récepteur qui se trouve sur la muqueuse et par conséquent, ils ne peuvent pas traverser cette muqueuse. Le couple EGA pathogène est ensuite englobé dans le mucus, puis éliminé par les cils des cellules épithéliales de tractus respiratoire ou par le mouvement péristaltique de l'intestin. Donc il va s'éliminer soit dans donc il va être éliminé dans le mucus à la voie respiratoire ou là il va être éliminé donc avec les déchets par l'anus. Un rôle aussi de neutralisation des immunogènes alimentaires. Parce que ils vont se lier aux immunogènes alimentaires, où il y a certaines protéines qui sont donc un rôle d'allergène, où il y a les immunogènes alimentaires non dégradés, tels que les protéines du lait, les protéines de bœuf. Donc ils vont nous protéger donc, contre des réactions d'hypersensibilité de type 1 ou là de type 3. Donc, il y a un rôle aussi de protection contre les hypersensibilités, exactement type 1 et type 3. Ils ont aussi un rôle dans la régulation de la flore bactérienne par leur action bactériostatique, parce qu'elles peuvent se lier à certaines levures et certaines bactéries qui se trouvent dans la flore bactérienne intestinale. Et c'est pour ça, pour entraîner un équilibre dans la flore. Pour ne pas laisser la flore être plus importante que le normalement. Là, c'est le taux normal.